Alors bonjour à tous, donc avec Hugues, effectivement, nous allons vous parler des fourrages conservés, notamment avec l'intérêt d'améliorer l'autonomie des élevages de bovins lait et viande. Donc cette présentation en fait se base sur différents essais menés dans le réseau PharmXP, également chez Arvalis, Institut du Végétal, et nous avons tiré des essais qui venaient également de la littérature scientifique, dans le cas où on avait des lacunes dans le réseau PharmXP ou Arvalis. Quelques éléments de contexte qui ont déjà été évoqués dans les présentations passées, mais qui sont bonnes à rappeler. On a vu tout à l'heure qu'en vache laitière, on avait en moyenne 70% d'autonomie protéique. Donc là, c'était dans le réseau Inosis, suivi par IDEL notamment. Donc on est toujours sur ce même réseau. Donc les vaches laitières à gauche, les bovins allaitants à droite. Vous voyez, donc on a bien sûr une moyenne qui est supérieure en bovins allaitants, mais dans les deux cas, on voit qu'on a quand même une forte variabilité selon les systèmes, notamment avec des différences au niveau de la teneur en matière sèche, enfin en maïs en silage dans la ration. Donc là, vous le voyez clairement, toujours sur les vaches laitières à gauche et sur les bovins à droite, que dès l'instant où on a plus d'ensilage de maïs qui est plus riche en énergie dans la ration, on a besoin d'une complémentation en correcteur azoté supérieur, donc une moindre une moindre autonomie protéique. Également en vache laitière, ce que l'on se rend compte, c'est que ce taux de de maïs en silage dans la ration est également lié à un niveau de performance supérieur. Et pour faire le parallèle avec ce qui se passe en bovin allaitant, on se rend compte que cette part d'ensilage de maïs est généralement supérieure pour des animaux qui sont plus jeunes, et donc on a également une moindre autonomie protéique chez les animaux qui sont engraissés jeunes. Et donc dans cette présentation, ce que l'on a fait, c'est qu'on a souhaité évaluer donc l'effet des principaux leviers à disposition de l'éleveur sur la réponse zootechnique, donc en essayant si possible d'être dans des conditions où on maintient le niveau de performance des animaux, et de regarder également la question de l'autonomie protéique. Et pour ça, on s'est concentré sur deux leviers que sont d'abord le stade de maturité, qui a été évoqué tout à l'heure par Silver, et le taux d'incorporation d'herbes, notamment d'herbes conservées dans la ration des bovins. Donc le premier, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler finalement de choses que vous connaissez déjà, ou qui ont été présentées juste avant par Silver notamment, qui est l'évolution de la valeur alimentaire selon le stade de maturité. Et donc il faut savoir que vraiment ce levier, c'est le premier facteur de variation de la qualité des fourrages prairiaux, et aussi bien sûr au niveau de la quantité. Et donc si on doit retenir une chose, c'est que bien sûr, comme vous le savez, une récolte précoce améliore la valeur alimentaire, mais détériore également le rendement. Plus on récolte tôt, moins on a de productivité, moins on a de production par hectare. Donc ici, ce graphique en fait est tiré des tables INRA, on n'invente rien. Vous voyez que en fait, plus on récolte tardivement, donc plus on va vers la droite en fait du graphique, plus on a de fibres, NDF, moins on a de matière azotée, moins c'est digestible. Et donc derrière, on a une moindre densité énergétique, moindre densité protéique. Et en parallèle, comme je disais, eh bien malheureusement, je dirais heureusement, quand on augmente le stade de maturité, on a bien sûr une augmentation de la productivité, mais on arrive vers un plateau. Alors là, c'est une étude parmi tant d'autres, mais c'est situé autour de 1000 degrés jour à peu près, et ce qui se traduit à peu près vers un stade début épiaison selon l'endroit où on récolte en France. Donc je passe maintenant la parole à Hugues. Donc on s'est concentré sur les deux principales catégories d'animaux qui consomment les concentrés azotés en bovins aujourd'hui, donc les vaches laitières et puis les bovins à l'engraissement. Et donc c'est pas exhaustif, mais on a préparé ici quelques résultats finalement qui traduisent l'intérêt de précocifier le stade de récolte et puis le taux d'incorporation des fourrages riches en protéines dans les rations de ruminants. Donc quels enjeux finalement? Donc un premier levier autour du stade de maturité. Qu'est-ce qu'on a à gagner finalement à les récolter plutôt une légumineuse fourragère ici en l'occurrence, donc du trèfle violet ou de la luzerne. On a une synthèse ici de plusieurs essais donc sur vaches laitières, donc sur des niveaux de production assez variés, de 25 à 40 kg de lait par vache et par jour.
Et on voit sur le graphique finalement l'intérêt d'aller chercher sa luzerne ou son trèfle violet plus tôt sur la consommation de concentré azoté par litre de lait produit, quoi. Dans les grandes lignes, ce qu'on peut en retenir ici, quand on fait la synthèse de tous ces essais-là, c'est que par exemple, pour une légumineuse fourragère récoltée début bourgeonnement par rapport à début flot, on peut économiser de l'ordre de 40% de concentré azoté dans sa ration. Donc on est sur des rations qui sont à base de fourrage prairiaux et complétées par des concentrés. Un exemple d'un essai unique ici sur toujours l'aspect stade de maturité, donc qui a été conduit sur la ferme de Trévarez, où on était sur des rations plutôt mixtes maïs-herbe et où l'objectif c'était d'aller voir donc dans ces rations finalement avec des teneurs, des parts d'herbe un petit peu moins importantes, qu'est-ce qu'on avait à gagner finalement entre récolter sa prairie multi-espèces à début épiaison ou un peu plus précocement courant montaison, et puis de revenir plus régulièrement pour faire les différentes coupes. Donc sur l'aspect agronomique, on va dire, et puis valeur, on a plutôt une perte de rendement finalement à l'hectare en allant chercher de la petite coupe plus fréquemment. Par contre, une amélioration de la productivité énergétique et protéique quand on cumule rendement et puis valeur nutritive. Sur les animaux, donc on est sur des rations mixtes comme je le disais auparavant, et puis finalement avec des enjeux qui sont un petit peu plus modestes en termes d'économie de concentré azoté, mais qui permettent en tout cas d'intensifier la production laitière dans ces cas-là. Donc on reste, enfin ça permet un gain finalement de correcteur azoté au litre de lait produit à nouveau. Quelques exemples en engraissement de bovins. Donc là, on est sur de l'engraissement de JB finalement, avec un essai qui a été conduit avec trois stades de récolte d'herbe et puis deux types de rations, avec ou sans concentré pour faire simple. Les tendances sont assez similaires de ce qu'on peut observer aussi sur vaches laitières. C'est que globalement, qui dit fourrage récolté plus précoce dit plus digestible, plus d'UF et plus ingestible évidemment. Donc dès lors qu'on va chercher de la précocité et puis des fourrages de qualité, faut aussi avoir en tête qu'on va avoir des consommations qui vont être un peu plus importantes sur les animaux. Et puis évidemment, globalement, quand on favorise la valeur quand on se met à ISO part de concentré de fourrage, et dès lors qu'on va récolter plus précocement, on favorise la performance, que ce soit en lait ou en viande. Je reviens pas là-dessus, c'est les mêmes tendances qu'on peut avoir sur le girafe. Alors finalement, avancer le stade de maturité, on voit qu'on peut avoir des petits enjeux quand même intéressants, soit en économie de concentré azoté, soit en productivité laitière ou de viande, mais ça a aussi quelques impacts à l'échelle du système. Donc quelques généralités ici, mais vous avez des exemples assez bien faits qui ont été publiés sur le site de Cap Protein récemment, qui donnent les impacts système sur plusieurs cas types d'amélioration de l'autonomie protéique avec différents leviers. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Globalement, c'est plus de travail à l'hectare. Quand on parle de fourrage conservé, c'est de la coupe plus fréquente, plus petite coupe, etc. Donc on multiplie les passages et le temps de travail. On a une productivité annuelle qui, toujours au champ, qui a plutôt tendance à baisser ou au mieux se stabiliser. Donc un besoin en surface globale pour alimenter le troupeau qui est plutôt à la hausse. Et puis des coûts de fourrage qui doivent rester maîtrisés. Et il ne s'agit pas d'une tonne, 2 tonnes de matière sèche, parce qu'économiquement, c'est plus forcément viable in fine. Donc on voit que finalement, le stade de récolte, c'est un levier qui est assez simple à mettre en place, on va dire, et accessible à tous. Néanmoins, ça ne permet pas de passer de ration de vache laitière, par exemple, où on a 4 kg de correcteur à 0, quoi. On a un petit enjeu sur lequel on peut jouer là-dessus, mais ça ne fait pas tout. Et donc ce qui joue in fine, c'est bien le taux d'incorporation. Vous avez beau avoir une herbe à 20% de protéines, s'il n'y en a qu'un 1,5 kg dans la ration, oui, vous allez gagner quelques centaines de grammes de correcteur, mais c'est pas ce qui va faire la différence. Et donc finalement, c'est quel taux d'incorporation on peut intégrer dans les rations
Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, souvent on parle beaucoup de protéines aujourd'hui et puis la majorité du temps, mais sur les animaux de la vache laitière ou du taurillon, c'est bien souvent le facteur énergétique qui est le premier facteur, qui est le facteur limitant de la performance. Et donc quand on regarde ça sous l'angle, finalement sur les graphiques ici, vous avez donc sur les petites barres rouges les besoins, en termes de densité énergétique et de densité protéique, ici d'une vache laitière à 20, 30 ou 40 kg, pour faire simple, et puis d'un jeune bovin à 1,2 kg ou 1,8 kg de croissance. Et donc vous avez repositionné de façon très macro un petit peu la variabilité, la diversité de valeurs alimentaires qu'on peut trouver sur les ensilages, les foins et puis le maïs. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que dans le meilleur des cas, si je prends les fourrages qui sont conservés, là, ensilés ou enrubanés, on arrive à peu près à l'optimum de densité protéique sur des rations d'animaux hauts productifs. Et par contre, c'est la densité énergétique des fourrages qui va limiter la performance. Donc, quand on va parler de taux d'incorporation, finalement, tout va dépendre de la qualité du fourrage qu'on va récolter et puis des objectifs de l'éleveur en termes de productivité. Et donc quelques exemples pour illustrer finalement ça. Donc on se met plutôt dans des cas où on est sur des animaux productifs qui ont les besoins les plus compliqués à satisfaire tout en étant autonomes. Je pars d'une ration à base de maïs fourrage, plus un petit peu d'air plus concentré. Globalement, c'est des rations qui sont autonomes à peu près à 50% sur la base des protéines. Il y a plusieurs essais qui ont montré que sans bouleverser complètement un système, mais en incorporant déjà un tiers d'herbe dans la ration par rapport à une ration tout maïs, on peut avoir des gains significatifs en termes d'autonomie dans les rations. Donc là, en l'occurrence, ça reprend 3 essais qui avaient été faits, notamment au Trinotière et sur la ferme de la Jaillère, qui visaient à incorporer un tiers de légumineuses fourragères conservées, donc trèfle violet ou luzerne, dans des rations de vaches laitières, et qui permettaient déjà une économie de l'ordre de 30 à 60% de tourteaux de colza. Donc c'est un premier élément. Dès lors qu'on va au-delà, globalement, c'est un petit peu compliqué de maintenir les performances zootechniques parce que on se retrouve avec et du maïs et de l'herbe, et à un moment, on n'arrive plus à tout caser dans le rumen. Et dans ces cas-là, on a eu un exemple avec la vidéo juste avant. Il y a plusieurs itinéraires de rations très autonomes pour des animaux productifs qui ont été testés en station XP. Et je vous présente ici un essai qui a été mené sur la station de la Jaillère sur les 2 derniers hivers, qui visait du coup à comparer une ration conventionnelle classique à l'auge à base de maïs et puis 15% d'herbe à des rations qui incorporaient une part croissante de métail ensilé, là en l'occurrence. Du métail qui a été récolté sur la fin avril, plutôt en récolte précoce de bonne qualité, 4,5 tonnes de rendement en matière sèche. Et donc on a testé 2 itinéraires de ration XP par rapport à la ration conventionnelle, l'un qui incorporait un tiers de métail dans la ration, l'autre un petit peu plus de la moitié. Et du coup, pour maintenir les équilibres énergétiques de la ration, était introduit une part croissante de maïs épi. Je ne vous ai pas mis les résultats exacts en termes de performance de production parce qu'ils ont été parfaitement similaires entre les lots, à savoir une année de l'ordre de 30 kg de lait par vache et par jour et la seconde année de l'ordre de 33 kg de lait par vache et par jour, sans différence entre les lots, simplement pour montrer que c'est possible d'avoir des itinéraires autonomes pour des rations, pour des vaches laitières hautes productrices également. Et ce qui fait finalement les 2 facteurs de réussite principaux, c'est avoir le fourrage prairial de qualité en quantité suffisante pour nourrir les animaux tout l'hiver, et puis avoir un complément énergétique qui soit plus dense que le maïs fourrage pour équilibrer les rations sur le volet énergétique. Je repasse la main à Bertrand qui va vous parler engraissement. Merci Hugues. Effectivement, donc là on va rester sur des rations ensilage de maïs, on verra juste après sur des rations sèches. Donc là on va présenter finalement des généralités sur des résultats issus d'essais Génis, notamment dans le réseau PharmXP et chez Arvaïs également, financé par Cap Protéines dans ce cas-là, mais également des essais en jeunes bovins.
Et donc, ce qui est constaté, c'est que globalement, effectivement, lorsqu'on ajoute de l'herbe conservée dans des rations avec de l'ensilage de maïs, eh bien, on améliore l'autonomie protéique. Par contre, du fait que, comme on l'expliquait, l'ensilage de maïs, c'est un aliment qui est riche en énergie, si on en enlève une part, forcément, pour arriver à obtenir les mêmes performances, parce que c'est ce qu'on vous disait au début, on a essayé de viser ce même niveau de performance entre les différentes rations, on est obligé d'augmenter la part de céréales dans la ration. Ça, c'est obligatoire. Autre point, on obtient globalement des croissances identiques. Alors ça, c'est surtout observé chez des génisses qui ont des besoins de production qui sont inférieurs aux jeunes bovins. On est globalement au niveau des essais qu'on a menés autour de 1100, 1300 grammes par jour maximum pour les génisses, alors que pour les JB, on est plutôt autour de 1500 grammes. En tout cas, c'est ce qui était visé. Et donc, voilà, globalement, croissance identique plutôt pour les femelles, voire une diminution, notamment si la qualité de l'herbe est inférieure aux valeurs que vous voyez ici. Comme le rappelait Hugues, on a quand même besoin d'avoir une herbe qui est de qualité pour arriver à obtenir des bonnes performances. Et donc, les valeurs qui vous sont annoncées ici, c'est le résultat finalement d'un ensemble d'essais qui ont été mis en comparaison les uns avec les autres, et c'est pour ça où vous voyez ces valeurs de 0,8 UFV et 12% de MAT, qui correspond à peu près, en tout cas dans les tabinras, au stade début épiaison. Et donc là, vous avez un exemple d'une dizaine d'essais qui ont été compilés dans une synthèse d'articles, où vous voyez à gauche une ration très générale avec du maïs en silage, des céréales et des tourteaux, et à droite l'incorporation avec une moyenne de environ 30% d'herbes conservées, différents types d'herbes, graminées, graminées seules ou avec légumineuses. Et donc juste à côté, vous voyez le bilan alimentaire de ce lot par rapport au lot témoin 100% ensilage de maïs plus concentré. Donc comme je disais, vous voyez un besoin en céréales qui est supérieur et un besoin en tourteaux qui est inférieur. Ce que ces auteurs ont également cherché à montrer, c'est finalement, en tout cas à trouver le ratio optimum, ou en tout cas peut-être plus maximum, d'herbes conservées à incorporer dans cette ration. Et on se rend compte qu'on serait autour de 30 à 35% d'herbes conservées pour arriver à maintenir un même niveau de performance, bien sûr avec une herbe qui est supérieure à 0,8 UFV, comme je le disais juste avant. Pour les rations sèches, toujours chez des génisses ou des jeunes bovins, globalement des croissances identiques. Là, il n'y a pas eu de différence vraiment entre l'eau avec 100% ration sèche, donc paille plus concentrée, ou herbe conservée plus concentrée. Et de façon générale, aussi bien sur le correcteur azoté qu'énergétique, là, on a un gain, on a un besoin en concentré qui est réduit. À nouveau, un exemple, toujours tiré de la même synthèse, avec quelques articles. Et donc vous voyez vraiment le bénéfice des deux côtés sur la partie céréales et tourteaux. De la même manière, le taux maximum qui serait recommandé, c'est situé autour de 35% d'herbe dans la ration de jeunes bovins, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est pas sur les génisses, cette synthèse d'articles. Alors globalement, si on prend un petit peu de recul, en dehors de la partie zootechnique, enfin bon, ça c'est toujours de la zootechnie, désolé, mais je vais venir sur la partie système juste après. L'introduction d'herbes, ça permet d'améliorer la fibrosité de la ration. Alors il faut quand même faire attention à la partie physique de l'herbe, puisque si on a une herbe trop courte, on ne va pas forcément avoir ce bénéfice, ou en tout cas pas autant que ce qu'on peut l'annoncer ici. Et puis également, c'est la partie chimique, se dire le NDF c'est bien, la fibre c'est bien, mais il faut regarder aussi si on a beaucoup de glucides solubles, de l'azote également pour tamponner ce qui se passe au niveau du rumen. Comme l'a rappelé Hugues juste avant, si je ne me trompe pas, on a un besoin en surface qui est accru, parce qu'on a un moindre rendement par rapport à de l'ensilage de maïs notamment. Alors quelque chose qui est discutable selon bien sûr les années qui se suivent et qui malheureusement ne se ressemblent pas, ou heureusement d'ailleurs pour certaines, ce serait une augmentation de la sécurité au niveau du bilan fourrager, en tout cas une diversification des fourrages qui sont produits. Et donc si à un moment donné on a une sécheresse qui peut affecter justement le maïs, et bien de l'autre côté on peut se rabattre finalement sur l'herbe qui est, elle, en tout cas dans les prairies normalement, tout le temps présente au long de l'année. Une augmentation du temps de travail, donc ça tu en as parlé. La difficulté effectivement d'avoir plusieurs fourrages, enfin en tout cas plusieurs fourrages, c'est la capacité justement à gérer toutes ces catégories en termes de temps de travail, en termes d'organisation, et puis en termes de l'eau également. Et puis la question de l'économie qui n'est pas présentée, mais les différents essais qu'on a regroupés, observent des choses
une amélioration, une détérioration ou au contraire un résultat économique identique du fait d'ajouter de l'herbe dans la ration. Et donc là, une petite synthèse. Les deux leviers qu'on vous a présentés sont en haut, en noir. Et donc, vous voyez finalement un gradient au niveau du gain d'autonomie protéique à gauche et à droite, la réponse zootechnique. Et donc, finalement, de se dire que mettre de l'herbe en plus dans la ration, ça va bien sûr améliorer cette autonomie. Avoir peu ou pas trop d'influence, voire une légère baisse au niveau des performances zootechniques, mais le fait d'améliorer le stade de récolter plus tôt, c'est là où on va avoir vraiment un bénéfice sur les deux aspects qu'on vient d'évoquer. Tout ça, globalement, c'est vraiment il faut se poser des questions, de se dire sur quel animal je vais utiliser ces leviers. Et donc, on n'a pas la même réponse, justement, entre des animaux qui sont vraiment avec un haut niveau de production par rapport à des animaux qui produisent moins, qui ont un moindre niveau de production, comme les vaches de réforme que présentera Jean-Jacques juste après. Et après, c'est toujours une question à avoir, une réflexion à avoir au niveau de l'échelle. Qu'est-ce que ça a comme impact, comme on a essayé justement de le traduire avec Hugues tout au long de cette présentation. Les suites qui sont à donner à ce sujet de l'herbe conservée, finalement, c'est la conduite alimentaire. Donc ça, c'est les essais, les projets qui sont en cours au niveau du type ou de la quantité d'herbe conservée chez des génisses, des métailles fourragées, des niveaux de préfanage. Et puis après, donc là, on était vraiment sur la partie très technique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le côté environnemental, notamment les émissions de méthane entérique qui ont été évoquées juste avant. Et donc, il y a le projet Méthane 2030 qui débute, où bien sûr, on va étudier certaines rations et donc regarder ces émissions au regard d'autres rations qui sont plus témoins avec davantage d'ensilage de maïs, par exemple. Et si vous voulez plus d'informations sur cette question de l'herbe conservée et voir d'autres leviers qui sont utilisables en élevage, eh bien vous pouvez retrouver ça dans la synthèse d'articles qui est présente sur le site de la revue Fourrage AFPF. Merci beaucoup. Mathieu, des questions des salles? Pour le moment, pas de questions. Ça devrait arriver, donc on va en prendre une ou deux ici. S'il y en a. Qui a des questions? Eh bien, écoutez. Moi, j'en ai une, du coup. Vas-y. On a vu que, notamment dans les essais métailles, effectivement, avec des taux d'incorporation du métail en quantité importante, à condition d'avoir une compensation énergétique, on avait des résultats équivalents. Par rapport à ce que montrait la vidéo, et je regarde Valérie et Elodie aussi là-dessus, où là, on voit quand même un impact marqué sur la production des vaches. Comment vous pourriez expliquer les différences un peu d'appréciation entre des rations qui se ressemblent, si je ne me trompe, sauf qu'il y a du métail d'un côté et de l'ensilage d'herbe de l'autre, mais ça veut dire qu'on a baissé fortement la part de maïs. C'est pas un piège. Ah non, mais je le dirai après, Valérie. Il y a un webinaire à suivre. Clairement, c'est la qualité de l'herbe qui fait la performance in fine. Et autant, c'est vrai que le maïs, on peut lui trouver pas mal de défauts, notamment sur l'aspect protéique. En termes de régularité de valeur et puis d'ingestibilité, on a des choses qui sont un petit peu plus proches finalement. Et sur l'herbe, en effet, suivant qu'on maîtrise ou pas le stade et puis les conditions de récolte, on n'en a pas parlé là, mais il y a eu la question tout à l'heure là du préfanage. Et ce qui plombe bien souvent en fait les essais là où ça ne suit pas en termes de performance de production, c'est parce que l'ingestibilité du fourrage prairial elle est trop faible, soit parce que la qualité, le stade est dépassé, soit parce que les conditions de récolte ont fait qu'on récolte de l'herbe trop humide, et de l'herbe trop humide c'est de l'herbe qui produit plein d'acides gras volatiles dans le silo, c'est de l'herbe qui produit des alcools, c'est de l'herbe qui est moins ingestible in fine par les bovins. Et donc, je pense que le gros de l'explication là pour les essais de Trévarez en l'occurrence, c'est moins d'ingestibilité égale moins de production à la fin, quoi. Et donc, on n'a pas parlé ici, mais les conditions de récolte et de conservation ont un impact finalement qui est au moins aussi important que le stade et la composition botanique sur l'aspect qualité du fourrage. Merci. Oui, Martial. Est-ce qu'on peut envisager à l'avenir des études qui vont combiner à la fois les résultats que vous évoquez? Est-ce qu'on
améliorer la gestion et donner plus de production vache in fine? Et est-ce qu'on aura un effet sur la qualité, par exemple en laitier, la qualité des protéines du lait? La question, est-ce qu'on peut, en jouant sur la qualité du stockage, c'est ça, jouer sur la production derrière, et aussi est-ce qu'il y a un effet sur la qualité nutritionnelle, enfin, transformation fromagère du lait? Je vais essayer. Pour la partie qualité, merci. Pour la partie qualité, je ne sais pas si je vais clairement répondre à la question. C'est vrai que si on améliore forcément la partie préfanage, on va nécessairement avoir une meilleure qualité de fourrage derrière. Alors c'est pas énorme, mais ça va se retourner, ça va se retrouver au niveau du fourrage et donc potentiellement derrière au niveau des performances de production. Pour le lait, je ne saurais pas dire. J'ai pas assez de connaissances en la matière. Mais c'est vrai qu'au niveau de la durée de dessiccation, par exemple, du fourrage au sol, si on la réduit, c'est pour ça, il y avait, je suis pas intervenu, mais c'est vrai que si on la raccourcit, c'est ça ce qui est assez délicat, c'est que plus on va la raccourcir, plus on va se rapprocher finalement du fourrage vert qui a été récolté. L'autre élément, c'est que s'il pleut sur le fourrage, malheureusement, ben, on va perdre en qualité. Je vous apprends rien. Donc c'est pour ça où d'avoir par exemple un fourrage, on n'a pas les conditions ici, ou en tout cas c'est pas vraiment utilisé, qui est fané en bâtiment, enfin pardon, qui est séché en bâtiment, c'est mieux. Voilà, je sais pas si tu... Enfin, moi je pense aussi qu'il y a des enjeux là-dessus qui sont pas neutres. Là, pour les 2 hivers qui viennent, pour vous donner un exemple, nous on va retravailler un petit peu sur l'aspect préfanage de l'herbe et impact qualité de conservation, teneur en sucre, ingestibilité par les vaches et production laitière. Parce que, historiquement, a toujours été recommandé de faire des ensilages à 30-35% de matière sèche. Et de façon indirecte, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on est producteur de lait, qu'on récolte de l'herbe jeune, etc., ça semble pas spécialement problématique en fait d'aller beaucoup plus loin en termes de préfanage, d'ordre de 40-45% de matière sèche, avec des impacts qui semblent plutôt très positifs sur l'aspect teneur en sucre résiduel, qualité de la protéine, ingestibilité aussi par les animaux. Et puis, alors sur les aspects protéines, je ne sais pas exactement, mais ça pourrait avoir des impacts plutôt positifs aussi sur les aspects oméga d'intérêt, notamment les oméga 3 qui peuvent être un petit peu mieux préservés que sur des ensilages qui sont très humides, quoi. Le tout est toujours le compromis avec l'échauffement, la qualité de conservation, mais du fourrage très jeune, récolté sec, ça se tasse très bien en fait, hein, tant que c'est haché fin. Et du coup, nous, ce qu'on va essayer d'objectiver là sur les 2 années à venir, c'est quel gain on peut espérer là sur cet aspect préfanage finalement. Et surtout l'aspect récolte, je pense que c'est là où il y a beaucoup d'enjeux. On a parlé un peu de métail aujourd'hui, et sur les fourrages en général qui sont difficiles à sécher, où il y a peut-être des itinéraires de récolte à retravailler, ou avec du nouveau matériel aussi pour pouvoir avoir des choses un petit peu plus optimales en termes de cinétique de séchage sur ces fourrages-là. Ok, merci. Et peut-être un complément? Oui. Oui, un complément. Bonjour à tous. Un complément peut-être, puisque je fais partie de celles qui ont des cheveux blancs et qui ont connu un gros programme qui s'appelait Phénofin lait. Dans ce programme-là, on a étudié effectivement l'effet de l'alimentation sur la qualité du lait. Effectivement, comme vous le disiez, il y aura plus un effet certainement sur les profils en acide gras du lait de par la qualité du fourrage elle-même. Par contre, sur le calage de la ration, globalement, ça permet d'exprimer une très grande variabilité génétique sur la protéine. C'est plus on va dire l'effet génétique du troupeau qui va permettre d'exprimer ou pas le potentiel sur la protéine que l'effet de la composition fine de l'aliment. Voilà, si je devais hiérarchiser. Maintenant, moi, j'ai une question qui est un peu sur la résilience. On voit bien que le maïs, ça reste quand même une super bestiole en C4. Donc quand on a des aléas climatiques, comme on va en connaître de plus en plus, comment comparer la résilience d'un pâturage et celle d'une surface en maïs qui, dès la première pluie, en fait, se remet à galoper? Il y a aussi cet aspect-là.
je pense, à mesurer quand on fait évoluer les systèmes et qu'on parle de résilience. Je vous remercie pas pour la question. Non, mais enfin, je pense que dans les grands éléments qu'on peut donner, tout dépend du point de départ pour moi. Alors oui, il a des avantages, le maïs, être une plante en C4, historiquement des rendements plutôt réguliers, on peut dire, mais quand on regarde les dernières années quand même, si on se met dans l'ouest et conditions pas trop favorables, on va dire, on a eu des années difficiles quand même sur 2018, 19, 20, 22, pour citer que les 5-6 dernières années, donc on a quand même, au global, quand on met tout dans la balance, un intérêt, je pense, à diversifier les périodes de production. Et il ne s'agit pas de dire ici qu'il faut supprimer tel ou tel fourrage, mais la diversification des périodes de production, aujourd'hui, elle est impérative. Et on le voit même aujourd'hui chez des éleveurs qui étaient basés sur des rations 100% maïs. Aujourd'hui, il y a quand même une bonne marge de sécurité qui est prise sur les stocks de printemps qui est constituée dès la sortie d'hiver. Après, oui, oui, en effet, le maïs il pousse pendant l'été, ce qui n'est pas le cas de la plupart des prairies, mais c'est pas forcément les mêmes finalités au bout, quoi. Merci. Et, on va rester. On prend la dernière question, après on arrête. Désolé, une dernière question. Oui, bonjour. Donc Olivier Leray de Littoral Normand. On a pas mal travaillé sur les valeurs hématées. Ce qui est un bon indicateur pour parler rapidement de protéines. Les producteurs, quand on leur parle de MAT, je ne suis pas sûr que le micro fonctionne. Si, c'est bon. Les producteurs, quand on leur parle de MAT, ils nous disent que en fait, si on équilibre sur la MAT, enfin si on prend ça, c'est pas tout à fait suffisant. Ils sont un petit peu déçus et ils trouvent que les troupeaux patinent un peu. Et du coup, en regardant un peu dans la finesse, on voit que la MAT, ça nous envoie vers la balle pro-rue et puis vers les PDI. Et en fait, les fourrages riches en herbes, les fourrages et herbacées riches en MAT sont plutôt riches en balle pro-rue et limitant finalement en BPR. Donc, non, pardon, vous m'avez compris, excusez-moi. Ça y est, on est largué, c'est bon. Je manque pas d'azote, je manque de sucre a priori. Donc voilà, donc ça c'est un peu une remarque sur la nature par rapport à la MAT, puis aussi votre vécu par rapport aux expés que vous avez pu suivre. Ok, merci. Merci. Je pense que, alors, on m'invite à donner la parole au président de la station de Jalony, donc je. Non, parce qu'il faut que les personnes à distance entendent. Donc Christine, s'il te plaît. On n'entend pas. Le micro ne marche pas. Christine, Vous m'entendez là? C'est bon. Voilà. Donc Jean-Jacques Lahaye, responsable de la ferme expérimentale Ferminov et agriculteur dans le département de Saône-et-Loire, élu à la Chambre d'agriculture. On parle d'autonomie alimentaire et moi j'ai été beaucoup interpellé par mes collègues agriculteurs du département et même voire autres que le département, c'est la betterave fourragère. Et donc voilà, je sais qu'il y a des exploitations qui ont fait le pas de mettre des betteraves fourragères. Bon, alors on n'a pas de résultat puisque c'est des agriculteurs lambda qui font des essais un petit peu comme ça à l'arrache. Et est-ce que ce serait pas, est-ce qu'il y a dans nos fermes expérimentales des expérimentations autour de ça, ou est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait être envisageable? Merci. C'est moi qui vais répondre parce qu'on n'a plus le temps. Donc, il y a des fiches techniques, je crois, sur FarmXP, il y a des essais qui ont été menés. Il y a un webinaire qui a été réalisé, je crois aussi, avec IDEL. Donc, je vous invite à vous documenter parce qu'effectivement, la betterave peut être une voie intéressante sur l'autonomie fourragère. Voilà. C'est sur vache laitière. Ah, sur viande, pardon. Hugues, tu veux peut-être compléter alors sur viande? Ou vous voulez peut-être? Désolé. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue nutritionnel, ça reste un aliment qui est hyper intéressant, avec
un apport énergétique qui permet souvent de diversifier d'ailleurs les rations par rapport à ce qu'on peut avoir quand on est sur des bases herbes ou maïs. Et puis sur l'aspect productivité, oui, on est sur une bisannuelle qui tolère du coup beaucoup plus facilement les coups de stress d'été et puis qui permet de faire du rendement sur l'arrière-saison. Donc une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Aujourd'hui, ce qui est le plus limitant pour moi, c'est les aspects de récolte, plantation déjà, où tout le monde peut pas le faire. La récolte, on peut pas le faire sur tous les secteurs non plus. Il n'y a pas forcément le matériel partout. Et puis tout ce qui est stockage, lavage éventuellement, et puis distribution, pour moi, c'est surtout sur cette partie-là que c'est plus problématique aujourd'hui et qu'il y a des choses à optimiser. Parce que sur l'aspect rendement et puis qualité nutritionnelle, c'est un très bon aliment.